Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, format un peu différent de d'habitude, je vais partager avec toi une interview de Alexandre, qui est un abonné qui se bouge, qui a un super état d'esprit, et c'est pour ça que j'ai voulu parler avec lui. Il m'a écrit il y a quelques jours par email et je voulais partager cette interview avec toi parce qu'il y a pas mal de choses à en tirer, tu vas voir. Enfin, on parle de pas mal de choses de copywriting, de marketing. Enfin, je te laisse découvrir tout ça. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire si ce genre de format te plaît, si t'as envie que j'en fasse d'autres, parce que la dernière interview que je crois que j'avais réalisée, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas dans mes habitudes parce que ça prend un peu de temps, mais voilà, dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Je te laisse avec Alexandre. Salut Alexandre, on va être transparent avec l'audience, c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette interview-là parce que tout à l'heure on avait parlé 20 minutes en plus, j'ai eu les boules parce que c'était 20 minutes environ et il y avait des problèmes de micro. Moi j'ai pas l'habitude de faire des interviews régulièrement, je suis plutôt du genre, tu sais, à écrire des emails dans mon coin comme ça, je suis peinard, il y a pas de problème technique, mais là... Du coup, gros bug, donc c'est la deuxième fois, donc je vais te poser quelques questions qui seront les mêmes que tout à l'heure pour te présenter. On va expliquer pourquoi est-ce que je fais cette interview avec toi, mais voilà. Du coup, tu m'as contacté il y a quelques jours avec un mail super sympa, et voilà, ça se voyait que t'étais du genre à te bouger. Moi, j'ai trouvé ça cool et j'avais envie de faire des interviews d'abonnés et tu tombais à pic pour le coup et t'appliques, tu passes à l'action et du coup, ça m'a intéressé. Et du coup, voilà la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et alors de la même manière que tout à l'heure dans la première version qui ne sera jamais publiée ou pas, comme tu veux, c'est toi qui vois. Ouais, il y a pas de souci. Donc en fait, oui, je suis à la base donc journaliste de formation. Donc j'ai travaillé pour un éditeur de journaux pendant pas mal d'années. Ensuite, je suis passé, alors j'étais salarié donc de cet éditeur et après je suis passé en journaliste pigiste. Donc avec un statut un peu entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire on est moitié indépendant, moitié salarié. Ouais. Et puis depuis octobre 2018, oui c'est ça, je suis passé auto-entrepreneur avec une volonté en fait de proposer du copywriting pour toute la filière musicale, donc label, éditeur, manager, etc. Et donc, j'avais fait appel à toi aussi, parce que j'avais besoin de travailler un peu ma prospection, mon marketing, parce que c'est une chose de le faire pour les autres, et puis c'est autre chose de le faire pour soi. Ouais, on manque de recul, souvent c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est ça. Donc voilà, tes formations m'ont bien aidé et c'est vrai qu'en appliquant, j'allais dire bêtement. Oui, à partir du moment où t'as les étapes, c'est aussi en général t'as juste à appliquer bêtement. Donc il y avait des clés qui me manquaient. Le marketing, c'est pas forcément, en tout cas le marketing pour moi. Pour me vendre moi, c'est pas quelque chose sur lequel je suis forcément très à l'aise. Ouais. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de on a la tête gens, dans le guidon en fait, très souvent. Toi tu manies les mots parce que t'es copywriter, mais souvent les mots pour se vendre, j'aime pas l'expression se vendre, tu vois, mais c'est toujours difficile à trouver. C'est toujours un peu bizarre de dire ça, mais et puis voilà, et puis j'estime que quand on a des lacunes, il y a pas 36 solutions, faut se former, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et par rapport à ta niche, on en parlait tout à l'heure, je voudrais juste faire un petit point par rapport à ta niche musicale. Donc toi, tu fais de la musique, t'étais dans ce milieu-là, etc. Et t'as fait cette collision entre le copywriting et la musique pour trouver la tienne. Est-ce que t'as des conseils à donner aux gens qui chercheraient leur niche aujourd'hui? Parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Je reçois plein de messages par rapport à ça. Comment est-ce que je fais pour trouver une niche et tout? Et t'as souvent des gens qui partent, en fait, ça c'est un gros problème, qui partent à la recherche de nouveaux clients sans être au clair par rapport à ce qu'ils peuvent proposer. Tu vois, ça c'est assez étonnant. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, ça m'étonne. Peut-être pas au début. Voilà, ça fait un petit temps maintenant que je me suis lancé, donc peut-être que j'ai perdu les pédales, le recul là-dessus. Mais voilà, il y a des gens qui commencent à prospecter sans vraiment être au clair par rapport à leur offre et tout. Est-ce que tu aurais des tips, des conseils à donner par rapport à comment est-ce qu'on peut trouver sa niche qui nous plaît et qui est en même temps rentable? Pour être complètement franc avec toi, c'est que la question de la niche, c'est une question que je me suis pas posée vraiment. C'était évident, parce que c'était complètement naturel pour moi et j'avais le seul souci. C'était comment j'allie l'envie de me lever le matin avec la possibilité justement de pouvoir en vivre et puis
Donc la question d'année, je me la suis pas vraiment posée. Je pense que dans un premier temps, ouais, c'est devenu naturel. Mais par contre, oui, peut-être le conseil pour répondre à ta question, c'est de, je dirais d'avoir conscience qu'il faut choisir une niche. Ouais, parce que c'est en fait c'est un peu à contre-courant de ce qu'on nous apprend tout le temps, et de dire moi je me souviens quand j'étais au lycée, on disait il faut que tu prennes la filière la plus générale possible, parce que alors que moi j'étais déjà très littéraire, et j'avais envie de faire un bac littéraire, et si j'avais pas choisi première littéraire, j'aurais redoublé ma seconde. Ah, c'est marrant, moi j'ai fait une première S, et j'ai changé, je suis allé en terminale ES parce que j'avais j'avais des trucs genre 18 en histoire, 20 en français et tout, et par contre en physique j'avais 3. Du coup je me suis dit mais c'est con, on m'a vendu la filière S, qu'est-ce que je fais là? Je vais me spécialiser, tu vois, je vais miser sur mes là où je suis bon en fait, parce que j'aurai bien meilleures notes, et du coup c'est comme ça que tu t'en sors mieux par la suite, c'est miser sur là où t'es bon en fait, sur ce pourquoi tu es doué en fait naturellement, quoi. Ouais, et sur oui, et puis les choses sur lesquelles on a envie de travailler aussi, parce que le talent fait pas tout, ou la compétence fait pas tout non plus. Faut que ce soit rentable aussi comme niche, si on parle de niche. Il faut que ce soit rentable. Bah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi je me suis un petit peu aussi posé la question de savoir par rapport au copywriting par exemple. Comme je suis aussi assez passionné de hi-fi, et que j'ai été amené à rédiger des fiches produits sur un peu tout et n'importe quoi, qui ça n'avait rien à voir avec la musique, mais ça m'a permis de bien comprendre ce qu'était une fiche produit et comment bien l'amener. J'ai regardé en faisant le tour des sites de marques de hi-fi, et je me suis dit mais c'est l'enfer leur fiche produit, parce que c'est ultra technique, et c'est une espèce de succession de critères techniques, et de watts, etc. Voilà. Et parce que je pense que les marques se disent notre cible c'est un marché de niche, parce que c'est de la hi-fi haut de gamme, etc. Donc les gens sont connaisseurs, mais c'est pas forcément vrai. Oui, c'est marrant ce que tu dis. C'est comme quand tu vas sur par exemple un blog d'avocats. Moi, je connais bien le milieu des avocats. Ce qui est marrant, c'est que quand tu vas sur un blog d'avocats, souvent ils parlent. Un avocat, normalement, pour faire sa promotion via de l'écrit, il devrait vulgariser le droit, parler de problématiques, genre vraiment à des personnes lambda, entre guillemets. Sauf que la plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent à d'autres avocats avec du jargon, de la technique, etc. Et c'est ça, alors que c'est le pire truc à faire, quoi. Ah oui, et puis vulgariser, c'est quelque chose qui est difficile, hein. C'est pas donné à tout le monde de vulgariser, parce que effectivement, quand on évolue dans le même milieu, on a l'impression que le jargon n'est pas du jargon. Oui, c'est ça. On a l'impression que ce vocabulaire. Ouais, mais dans le marketing, c'est pareil, d'ailleurs. Oui, en marketing, c'est pareil. Enfin, c'est vrai. Même moi, je suis le premier à des fois utiliser du jargon sans m'en rendre compte, quoi. Mais c'est après, il faut arriver à le vulgariser pour les gens, et puis comme on disait tout à l'heure, essayer de montrer ce que ça peut leur apporter aux clients potentiels. Du coup, notamment dans les emails que t'envoies, etc. Faut pas utiliser du jargon dès le premier email. D'ailleurs, entre la première interview qu'on a foirée tous les deux et la deuxième qui est celle-ci, j'ai reçu un email d'une boîte américaine. C'est marrant parce que moi je reçois plein d'emails de gens qui prospectent, qui me proposent des partenariats, etc. Souvent ils sont nuls. Vraiment, la plupart du temps, c'est juste qu'ils parlent d'eux, ils te mettent 40 trucs, enfin, ça n'a aucun intérêt, je regarde même plus. Et là, pour le coup, alors c'est rare que ce soit des Américains, mais il y avait une accroche en français. Il mentionnait une vidéo, il mentionnait des choses que je disais en anglais, mais ça veut dire qu'ils avaient écouté les vidéos en français, qu'ils les avaient traduites, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils ont vraiment personnalisé le truc, et du coup c'est un des meilleurs emails de prospection que j'ai reçu, et je vais peut-être leur répondre du coup pour le coup cette fois. Du coup ça montre un peu l'importance du choix des mots. Oui, et puis la personnalisation, quand on reçoit un email, même en tant que client, enfin moi comme tout le monde, je reçois des emails de prospection pour tout et n'importe quoi, mais on voit clairement quand l'anecdote la plus drôle que j'ai eue, c'était je sais pas comment j'ai reçu ça. Alors est-ce que un jour j'ouvre ma boîte email et il y avait ils ont voulu personnaliser, mais ils sont complètement plantés, et ça commençait par bonjour Alexandre.
Alexandra. Ah oui, d'accord. Oui, j'en ai une comme ça aussi. Ouais. Bonjour Alexandra, nous avons reçu nos nouveaux rouges à lèvres, venez les essayer, etc. Ah oui, d'accord. Et donc j'ai répondu avec beaucoup d'humour en expliquant pourquoi j'étais pas intéressé. Et voilà, alors je sais pas du tout comment j'ai reçu ça. Est-ce que ouais. Au moins ils ont compris qu'il fallait personnaliser, quoi. Ouais, mais du coup, je sais pas, soit ils ont fait ça trop vite, ou ils ont pas. Alors souvent, c'est un problème, je sais pas, ils ont peut-être pas nettoyé leur base de données avant. Ouais, problème de ciblage, ouais, je sais pas. Et dans la musique, toi, tu peux appliquer ces principes-là. Enfin, dans le copywriting, est-ce qu'il y a comment dire, est-ce qu'il y a des choses qui sont propres à la musique dans ce que tu écris? Tu me parlais tout à l'heure de pages à propos, enfin des biographies, il me semble. Ouais, les bios pour les artistes, ouais. Alors ça, c'est un petit peu différent. La différence, c'est que comme dans le secteur musical, mais je pense que c'est vrai dans le secteur artistique, en règle générale, c'est que on marche vraiment sur quelque chose d'émotionnel. Enfin, l'émotion est très importante et les musiciens marchent à l'émotion. Donc c'est une forme de copywriting. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une forme de copywriting, mais qui est complètement différente de si je vends, si je fais vendre un produit. Que ce soit de la hi-fi, de la MAO, n'importe quoi. Mais là, c'est vraiment... Et puis, c'est beaucoup du storytelling, finalement. Ouais. On est plus dans le storytelling que voilà. Mais tout en essayant d'amener... justement de faire comprendre pourquoi cet artiste est intéressant pour tel public. Parfois d'ailleurs les mots sont plus enfin comment dire, moi ça m'est déjà arrivé de lire des articles, là je parle de presse papier, enfin de presse, de lire des articles où ça donnait super envie, tu vois, après t'écoutes l'album, en fait c'était pas si ouf que ça, mais c'était tellement bien écrit. Bah ça m'est arrivé aussi mais c'est vrai que c'est pareil, c'est quand on fait une bio d'un artiste, il y a un ciblage aussi, on va cibler, moi je dis souvent, il y a un public pour chaque style de musique. Parce que des fois on entend aussi des gens qui disent mais ce que je fais c'est pas suffisamment commercial, ça veut rien dire en fait, parce qu'il y a forcément des niches en fait aussi finalement. Ouais, mais il y a un public pour tout style, quoi. Il y a, à l'époque où les choristes sont sortis, personne n'aurait misé un copec sur les choristes et ça a fait un carton. Après, t'as des niches quand même qui sont plus ou moins tendance. Là, moi, je regardais, il y a un festival de rock, je crois, qui a finalement pas eu lieu il y a quelques jours parce que je crois qu'ils avaient des problèmes financiers ou quoi, et c'est vrai que moi je faisais du rock pendant 10 ans, clairement heureusement que j'ai arrêté, quoi, parce que c'est pas le rock qui est tendance, quoi, actuellement, tu vois. Ouais, mais il y a quand même une petite communauté qui est active dans le rock, c'est assez vrai, en plus il y a une communauté qui est active, etc., mais il faut la trouver, il faut la connaître, et c'est ça. Mais t'as de plus en plus de bars qui ferment, en fait, par exemple, tu vois, de plus en plus de bars qui mettent la clé sous la porte. Et puis voilà, essayer d'arriver, même si on a une petite base fan pour un groupe par exemple, si on la travaille bien, elle est souvent beaucoup plus efficace que si on va aller vers quelque chose de général. Oui, c'est sûr, c'est toujours pareil, question de marketing, quoi. Mieux vaut avoir une base fan plus petite, mais qui se concrétise entre guillemets, j'aime pas trop le terme là pour le coup de clients, mais c'est de gens qui vont acheter un album ou qui vont acheter une place de concert ou qui vont acheter. C'est marrant parce qu'on a une approche différente quand c'est de l'art. En fait, moi j'avais ce blocage, j'avais vraiment je faisais beaucoup cette distinction avant entre tu vois l'art et le marketing et tout. Finalement, moi aujourd'hui, enfin après c'est mon avis, mais c'est vrai que quand tu vois ce qui se fait, moi j'ai des amis en maison de disques aussi. En vrai, oui, c'est très marketé, tout est très calculé. Si t'as pas un minimum de recul en fait sur ton art, aujourd'hui, tu peux pas le vendre. Et c'est vrai que moi je pense que c'est un problème de beaucoup de créatifs justement. Moi, il y a beaucoup de graphistes, d'illustrateurs et tout qui suivent notamment mes contenus. Et c'est vrai que souvent il y a un blocage un peu psychologique par rapport à ça. C'est qu'on se dit voilà, moi je suis un créatif, je vais pas aller non plus me prostituer entre guillemets, je vais pas me vendre. Enfin voilà, on a un blocage par rapport à ça que je comprends totalement parce que je l'ai eu pendant longtemps. Mais c'est vrai que si tu fais pas cet effort-là de prise de recul et de penser un peu marketing, même si c'est un gros mot pour beaucoup de gens, bah t'auras pas de succès. Tu seras quelqu'un qui a des compétences et du talent, mais qui restera dans son coin et qui en vivra jamais, quoi. Non ?
Oui, bah de toute façon, c'est pour ça que c'est important de définir ses objectifs aussi. Enfin, si on parle là vraiment musique, c'est ça, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux en vivre? Est-ce que Ouais, voilà. c'est ça, ouais. À partir du moment où tu décides d'en vivre, ça devient un métier. Ouais, Donc, bien sûr. comme n'importe quel métier, il y a la notion de marketing est importante. Aujourd'hui, il y a même des groupes hyper indépendants dans Ouais, bien sûr. des groupes, je sais pas, de métal qui ont du merchandising, Ouais, quoi. Donc, ouais, non, c'est vrai que ça, ouais, ils ont une conscience de ça. Ouais. mais c'est marrant parce que je pense que c'est un problème un peu franco-français. J'ai Mhm. l'impression que les pays anglo-saxons, ils sont moins gênés avec Moins de ça. barrières, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est une mentalité qui est un peu en train de changer Ouais. parce que je pense que les deux sont pas incompatibles. On peut arriver à être fidèle Ouais. à ce qu'on fait, à ce qu'on a envie de faire. Et moi, je sais que j'achète beaucoup d'albums de groupes complètement indépendants, mais et ils ont une vraie démarche marketing, Ouais. etc. Ils Faut plus que ce soit un apprennent, ils gros mot, sont. quoi, en fait. Hein. C'est juste ça, Non, mais dans tous les. non, c'est pas, enfin pour moi c'est pas un gros mot, mais après enfin, l'autre objectif est noble aussi. Si on a envie de juste Bien sûr. d'en faire son plaisir, c'est très louable aussi. Mais Clairement. ce qu'il y a, Mais c'est- le truc, c'est que tu vois, moi, ce que je me suis dit avec le temps, c'est que quand tu as des compétences pour aller, pour parler plus généralement, tu vois, de Mm, compétences, enfin, voilà, qu'on mm, soit créatif ou pas, finalement, quand tu as des compétences qui ont quelque chose à apporter à un client, que ce soit de l'émotion ou plus d'argent, si tu fais du marketing, ou si tu apportes quelque chose, voilà, peu importe la forme à un client, c'est presque ton devoir de bien le mettre en forme pour pouvoir lui donner. Tu vois, si tu as un mm, talent incroyable en musique, c'est presque un devoir finalement bah, de bien vendre entre guillemets sa mm. musique pour la faire écouter parce que la personne peut-être que derrière elle sera très contente de l'écouter quoi. Et pareil, si tu as des Exactement. compétences, je sais pas, en copywriting mais que personne n'en profite, c'est dommage. Donc si tu Mm. market ça bien et que derrière bah, les personnes peuvent tester et voilà voir qu'elles ont des résultats grâce à toi, enfin c'est génial. Donc c'est notre devoir en fait de mettre en avant nos compétences. Oui, et il y a cette approche-là justement qui m'intéresse, c'est la mise en valeur que ce soit d'un produit qui facilite la vie ou d'une compétence c'est justement ce que justement j'essayais de dire un petit peu dans ce que j'ai aimé dans ton approche justement. Mhm. C'était que tu mettais de l'humain dans un domaine qui est de plus en plus déshumanisé Ouais, finalement, le numérique. Et on disait tout à l'heure, oui, il n'y a rien de plus froid qu'un email. ouais, non, clairement, ouais. Et, et, et pourtant, il existe plein de petites méthodes innovantes et Mhm. créatives voilà, que tu enseignes et qui permettent de pallier à ça Ouais, et qui sont très efficaces parce que les gens voilà, se disent bah, au moins il a personnalisé, il a essayé de faire un effort voilà, il et a pas puis bien standardisé quoi. connaître, voilà, bien connaître la personne. À qui t'écris, ça Ouais, me semble. À la limite, vaut mieux écrire moins de mails, clairement. mais au moins savoir ce qu'ils font. Ouais, c'est ça. C'est ça, il vaut mieux écrire à 10 personnes sur qui tu te. Vraiment, faut limite. Enfin, j'exagère presque, mais faut limite les Mm. stalker sur, tu vois, sur Facebook, etc. Voir qui ils Ouais, sont vraiment pour pouvoir ensuite bah, rebondir sur un truc qu'ils ont posté ou qu'ils ont voilà, dit sur Internet, ou qu'ils ont sur leur site Internet ou quoi. Voilà, il vaut mieux faire ça parce que tu peux pas le faire avec 1000 personnes, quoi. Clairement, donc il vaut mieux prendre 10 personnes et non, s'intéresser vraiment. et vaut mieux bien bosser quelques mails et Ouais, les c'est ça. faire proprement que d'envoyer 1500 mails C'est avec ça. une machine. Bah, surtout si tu vends tes services à un tarif premium aussi, c'est ça le Mm. truc, c'est que si Bah oui. un client peut te rapporter des milliers d'euros, bah prends le temps d'écrire l'email ou le message sur LinkedIn, quoi. C'est ce que personne ne fait. Oui, Mais... parce qu'en plus, c'est une optimisation du temps qui est hyper Ouais, intéressante parce que, comme tu l'expliques très très bien, enfin voilà, plus tu vends cher, plus tu fais du premium, moins tu as besoin de clients, bien sûr. donc tu peux mieux t'occuper aussi de tes clients. Ouais, Je pense qu'il y a combien de gens qui parfois négligent un client parce qu'ils sont débordés, parce clairement. que Ouais. C'est un bon bah cercle vicieux. Ouais, c'est voilà, t'en as moins, tu peux être beaucoup plus. Et puis ça instaure de l'humain aussi. ouais, C'est beaucoup plus facile de se rendre disponible pour quelqu'un. c'est sûr. Et en Ouais. marketing, l'humain est hyper important parce qu'il y a énormément de psychologie dans le marketing.
Et si on néglige, et je vois pas comment on peut faire la psychologie avec des listes interminables de mails. Psychologie des foules, en fait. C'est vrai. Ouais, ça devient de la propagande. C'est ça, presque. Ouais. Mais c'est. Puis moi je réagis aussi comme ça, c'est que quand j'aime bien une marque, que ce soit dans n'importe quoi, j'ai l'impression que je suis le meilleur avocat de cette marque, quoi. Ouais, bien sûr. Quand on est content d'un service ou d'un produit, on en parle bien. Oui, bien sûr. Mais tu vois, là, par exemple, cette interview qu'on est en train de faire, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que moi, il y a plein de gens qui me demandent des interviews et qui aimeraient bien avoir de la visibilité, tu vois. Il y a plein de gens, alors que moi, c'est une chaîne de niche et tout, je prétends pas du tout avoir une audience énorme ou quoi, mais il y a plein de gens qui me disent, est-ce qu'on peut faire un truc et tout. À chaque fois, je dis non, parce que souvent, justement, c'est standardisé, c'est des messages en masse et tout. Toi, tu m'as approché de façon totalement, t'attendais rien en plus, tu vois, tu m'as rien vendu du tout. Je pensais même pas. J'ai été étonné d'ailleurs quand tu m'as fait la proposition, c'est pour ça que j'ai accepté. Parce que, en fait, tu m'as rien vendu, au contraire, tu m'as juste remercié pour différents trucs et pour les formations et tout. Et moi, j'ai trouvé ça super cool. J'ai vu que t'avais une attitude super cool. Et en fait, direct, dans ma tête, t'étais très différent de tous ceux qui essayent de me vendre des trucs et tout. Du coup, je me suis dit, tiens, c'est un bon exemple de quelqu'un qui se bouge, qui a des résultats. Et du coup, parlons-en sur la chaîne, tu vois. Mais du coup, alors, t'attendais absolument rien. Donc, t'as donné, entre guillemets, sans rien rechercher en retour. Et c'est ça qui est drôle. Non. Et puis j'avais même... j'étais tellement c'est vrai que les formations m'aident au quotidien parce que je les applique même en termes d'organisation de travail, parce que là on a parlé beaucoup prospection et marketing, mais quand on commence moi c'est un peu différent parce que ça fait assez longtemps quand même que je travaille chez moi. Mais par exemple, moi, je trouvais que j'étais sur la productivité, par exemple. Je me dis là, je pense que je peux être meilleur. Ouais. Enfin, je trouvais, en ce moment, j'ai des petits soucis de concentration, etc., liés à différentes choses, mais du coup, je me suis dit, il faut que j'améliore ça parce que ça va me permettre aussi de dégager du temps et voilà. Et donc, c'est pareil, c'est des petites techniques que tu donnes, elles sont très pertinentes et tu vois, déjà depuis quelques jours, je sens que je suis plus productif, je sens que je suis plus plus performant là-dessus. Et pourtant, j'ai rien fait de révolutionnaire, j'ai juste appliqué. C'est 100% focus que tu as suivi, c'est ça, comme formation notamment. C'est ça, c'est 100% je sais pas s'il est encore dispo dans le catalogue, mais ouais. Non, mais souvent, c'est des petits principes qui sont vraiment pas compliqués, et il s'agit juste de s'y tenir, quoi, en fait. Voilà, c'est ça, et puis on apprend aussi à mieux se connaître quand on se forme, parce que par contre c'est clair qu'une formation quelle qu'elle soit, que ce soit la tienne ou une autre, elle est efficace que si derrière on l'applique, parce que c'est pour ça que j'aimais bien aussi quand tu disais, souvent tu commences tes formations comme ça en disant si vous consommez de la vidéo ou consommez de la formation pour consommer de la formation, vous n'aurez aucun résultat. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que l'application, c'est là où tu commences à avoir des résultats. Ouais. Mais c'est marrant parce que parfois, en fait, moi, par exemple, j'ai une de mes formations qui est c'est ma formation la plus premium et tout. T'as des gens qui ont des résultats de malade avec parce qu'ils ont le bon état d'esprit. T'en as d'autres qui vont chercher à se faire rembourser au bout de 3 jours parce que, en fait, c'est juste qu'ils ont rien compris. C'est une minorité, tu vois, il y en a très peu, mais il y a toujours dans le lot des gens qui croient que l'information se suffit. Et que juste parce qu'ils vont regarder une vidéo, c'est-à-dire sans participer sur le groupe privé notamment qui est offert avec mon aide et tout, ils vont juste suivre des vidéos, ils vont avoir des résultats, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et moi, en toute comme ça, maintenant qu'on se le dit, moi je réfléchis justement à revoir tout mon modèle pour en fait évacuer les personnes qui n'appliquent pas, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai intérêt à ce que les gens appliquent pour qu'ils voient qu'ils aient des résultats, en fait, c'est logique, parce que et les gens ont intérêt à appliquer parce que c'est comme ça qu'ils auront des résultats aussi. Donc moi je suis en train de réfléchir à un moyen de revoir absolument tout le modèle de formation pour justement s'orienter sur les résultats, quoi, s'axer là-dessus. Mais je pense que ça c'est beaucoup dû aussi au modèle un petit peu de société qu'on a en ce moment. C'est
je trouve que les gens cherchent des solutions magiques, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que bon, ça n'a jamais fonctionné comme ça fonctionnera jamais. Il y a un moment donné, on peut te donner les clés, mais c'est à toi de t'en servir, quoi. T'as des clés qui peuvent être magiques, mais encore faut-il, tu vois. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un effort, c'est du 50-50 en fait, c'est que t'as l'information, après t'as la personne qui fait, quoi. C'est comme à l'école, tu peux avoir le meilleur prof du monde, si à un moment donné tu t'apprends pas la leçon ou tu l'appliques pas, il va rien se passer, quoi. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu dans une, je trouve, et c'était ce qui m'intéressait aussi beaucoup dans ton approche, c'est que justement il y avait une vraie transparence par rapport à ça. Surtout si vous cherchez à pas appliquer ce que je vous dis, ça ne marchera pas. C'est pas la peine de venir me voir, quoi. Ouais, non, je le répète exprès. Et là, justement, puis il y a une vraie fierté aussi après de se dire bon j'ai appliqué un conseil. Je fais partie de ceux qui appliquent, et ça a marché. Ouais, non, voilà, c'est sûr. C'est ce qui m'intéressait d'ailleurs dans le fait de t'envoyer un petit message pour te dire bah écoute, voilà, ça a fonctionné, et puis c'est il y en a beaucoup, des formations en ligne et tout ça, donc c'est pas évident de faire le tri. Ouais, clairement, c'est sûr. Et surtout pour un auto-entrepreneur qui débute, il n'a pas forcément d'énormément de budget, donc... Mais du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être tenté par les sirènes où on te promet monts et merveilles, c'est aussi ça le problème, tu vois. Moi, je fais des trucs pas toujours très sexy, et pourtant... Ouais, mais moi, tu vois, je suis plus sensible à ça, parce que il y a un côté un peu plus réaliste de la chose. C'est une approche qui est moi qui me touche plus, parce que j'ai l'impression que c'est moi ce dont j'avais besoin, c'est juste des petits déblocages, quoi. C'est ça. Parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est assez ça fait peur au début, hein. Oui, c'est sûr. On commence, on se dit bon, on est un peu tout seul. Pas de filet de sécurité. Pas de filet de sécurité, etc. Mais en même temps, c'est hyper. C'est pour ça que moi, je pense que la première chose à faire, c'est de se former. Enfin, c'est de se former. Et pour ça, il faut avoir une première conscience de là où on est moins bon. Ouais. Et de là où il faut se former, là où il faut. Et puis de toute façon, on n'a jamais fini de se former. Non, clairement, moi encore, je continue à. Et en fait, c'est de plus en plus cher. Au début, on prend des formations pas très chères et tout. Après, il y a un moment où tu te dis ah ouais, j'ai vraiment claqué autant d'argent pour ça. Mais ça vaut le coup parfois, en fait. C'est aussi ça le truc, c'est que. Faut évidemment distinguer les conneries des trucs legit, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de bêtises sur internet. Moi je vois des trucs, enfin je cite jamais de nom, mais il y a des trucs, c'est juste aberrant, et tu sais que que ces personnes-là se font de l'argent sur la majorité qui n'applique pas. Et voilà, moi c'est vraiment ça aussi qui me fatigue, c'est que j'essaye de repousser un maximum vraiment ceux qui appliquent pas, parce que ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas de sens. Mais le problème, c'est que c'est ce qui se vend quand même. C'est-à-dire que je sais que si je pourrais faire une promesse, tu vois, promettre la lune demain, je sais que ça pourrait se vendre. En fait, c'est ça qui est presque, ça fait presque peur, tu vois, parce qu'il y a des gens qui achèteraient quand même. Ouais, mais après, c'est là aussi où j'ai aimé ton approche, c'est qu'il y avait une vraie éthique. Ouais. Quand on suit un petit peu ta chaîne, on se rend compte qu'il y a un souci de transparence et d'éthique par rapport. J'ai bien aimé d'ailleurs une vidéo que tu avais faite où tu parlais justement d'un échec que tu avais eu avec une cliente. Ouais, il y en a eu plusieurs, ouais. Ouais, où tu t'expliquais, j'ai pas dans la vidéo tu disais que tu si je me rappelle, ta cliente que tu n'avais pas eu les résultats que tu pensais, et que tu as dit tout simplement c'est pas la peine de me payer le reste de ce que tu devais.
Et souvent, voilà, on s'aperçoit que la transparence, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental quand on commence à facturer aux gens. Mais en plus, c'est un vrai, ça aide beaucoup dans le sens où il y a pas mal de gens des fois qui me disent ouais, mais je vais pas tester si je me foire. Enfin, tu sais, souvent faut sortir de sa zone de confort pour avoir de plus gros clients, etc. Des fois, on me dit ouais, mais je suis pas sûr d'y arriver à avoir des résultats. Alors évidemment, faut mesurer, faut poser le pour et le contre. Est-ce que je pense avoir 60% de chance d'avoir des résultats ou 70, etc. Mais parfois, même quand on n'est pas sûr d'obtenir des résultats, quand on débute, dans certains cas, ça peut être intéressant de le faire à condition d'être transparent et de dire au client, par contre, j'ai jamais testé ça auparavant. Il se peut que ça marche pas. Si ça marche, voilà, vous serez content et on continuera ensemble. Si ça marche pas, vous payez pas. Mais du coup, ça débloque complètement. Il y a plein de gens qui ont le syndrome de l'imposteur à cause de ça, qui disent ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience et tout, mais c'est pas grave. À partir du moment où tu le dis, moi, la personne dont tu parles là, avec qui je m'étais foiré, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. Elle m'avait dit à la fin, je suis déçu que vous ayez pas de résultats parce que vous aviez l'air d'être quelqu'un de cool, tu vois. Enfin, et du coup, bah moi, c'était bon. Je vivais ça comme un échec un peu sur le moment parce que je me suis je me suis planté, voilà, mais en même temps j'ai trouvé ça pas mal et c'était un retour que j'ai trouvé intéressant. Et si j'avais réussi à atteindre l'objectif voilà, dont il était question, j'aurais eu sans doute une cliente pendant des années et des années, chose que j'ai eu avec d'autres clients, tu vois. À partir du moment où tu es transparent, réglo et que tu as des résultats, c'est le combo gagnant pour avoir des clients pendant des années, quoi, et de pas prospecter comme un malade, du coup. Ouais, et d'ailleurs, on parlait de compétences, mais il y a aussi, quand on est conscient de sa compétence, on est encore plus conscient de son incompétence. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est arrivé il y a pas longtemps, on m'a proposé voilà, de travailler pour quelqu'un et j'ai refusé parce que j'ai dit, mais ça, c'est pas mon métier. Et ouais. Et pourtant, j'aurais pu bricoler. Tu vois, si vraiment j'avais été malhonnête. Ouais. J'ai dit bon, je vais bricoler le truc, je vais prendre 2-3 tutos et puis je vais y arriver, quoi. Et j'ai expliqué clairement que c'était pas mon métier et que il y avait. Par contre, j'ai dit je connais quelqu'un qui fait ça très bien, je vous le recommande. Voilà, et la personne s'est tournée vers la bonne personne. La bonne attitude à avoir, parce qu'il y a plein de gens qui bricolent, qui du coup justement en fait ça c'est un gros problème, qui acceptent des contrats sur des choses pour lesquelles ils sont pas forcément compétents. Tu vois, t'es community manager, on va te demander, je sais pas, un truc en graphisme ou de faire un site web, tu pourrais pour gratter un peu d'argent, mais sur le long terme c'est pas intéressant parce qu'en plus le problème c'est que tu vas devenir généraliste, c'est que tu vas commencer à accepter 40 trucs différents et ton positionnement il va être complètement dégradé, ta promesse elle va être diluée et du coup sur le long terme t'as perdu, tu gagnes de l'argent à court terme mais sur le long terme tu affaiblis ton positionnement en fait. D'ailleurs, justement sur le problème de la niche, c'est un conseil, oui, que je pense qu'on peut donner à quelqu'un qui cherche sa niche, c'est justement d'apprendre à dire non. Ouais, parce que ça renforce la spécialisation. Ouais, carrément. À partir, moi, par exemple, en ce moment, je refuse tout ce qui a rien à voir avec ma niche. Ouais. Parce que comme je suis en train justement de construire quelque chose autour de cette niche-là, si tout d'un coup je dis bon, ok, et pourtant je suis comme tout le monde, j'ai besoin de gagner ma vie, mais ça fait un peu mal au début. Mais après, quand tu penses au long terme, c'est bon, quoi. Ouais, et c'est pas facile de dire non. Ouais. C'est parce que parfois on a peur de dire, de passer pour un arrogant, quoi. Oui, aussi, ouais, bien sûr. De dire, alors que c'est pas ça, c'est être conscient qu'on veut construire quelque chose sur le long terme et qu'on veut, pour se spécialiser, il faut faire le plus de choses possible. Parce que voilà, chaque domaine a ses codes et il faut arriver. À les comprendre et à les maîtriser. Il faut creuser le sujet, quoi. Voilà, et puis comme on a que des journées de 24 heures. Bah oui, c'est ça, à un moment tu peux pas. Au début, moi je pensais avoir le temps, tu vois, en 24 heures, au fur et à mesure, je me suis dit, en fait, c'est pas tant que ça, 24 heures. Non, et puis ça passe vite. Puis quand on est auto-entrepreneur, on fait tout seul au début, donc il y a tous les à côté, hein, donc. Et d'ailleurs, il y a un truc, toi, tu comptes grossir entre guillemets, tu comptes bosser avec d'autres personnes à l'avenir ou est-ce que tu oui, c'est quelque chose
que peut-être que j'aimerais bien. Alors soit, je sais pas, pour l'instant, je sais pas exactement comment le formaliser. Est-ce que ça prendrait la forme d'une agence ou la forme de, je sais pas exactement, mais tu y penses. Moi justement, comme j'avais entendu une phrase de je sais plus qui que j'avais trouvé géniale. Elle a dit c'est comme au tennis quand t'es bon au coup droit et que t'es nul au revers, c'est pas le revers qu'il faut travailler, c'est le coup droit, parce que c'est ça qui va faire. Et moi, j'aime bien cette idée-là, et donc c'est de travailler avec d'autres permet ça, c'est de dire bon, ça, je suis pas bon là-dedans, je le laisse à quelqu'un qui est super fort. Et ça te permet de te concentrer sur ce que tu sais faire, etc. Donc l'envie, effectivement, de faire évoluer peut-être mon métier, c'est justement de travailler avec d'autres. Et amener la bonne compétence. Alors pour que clairement, justement, cet exemple-là de la personne qui m'a dit, je m'étais dit, si j'avais eu une agence avec un mec qui sait faire ça, je m'ai dit, ok, on vous prend, et on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Ça te permet de récupérer plus de contrats, quoi. Ouais, et puis je pense que c'est important aussi de savoir déléguer quand on a envie de faire grossir un petit peu son business. Il y a des gens qui savent pas faire du tout ça, ils font pas confiance, ils savent pas déléguer, et je pense que ça c'est une clé aussi pour grossir, pour arriver. Moi, je sais que je fais confiance très très facilement. Mais par contre, je choisis bien les gens. C'est ça le truc. Moi, j'ai des problèmes par rapport à ça. C'est-à-dire que d'habitude, tu vois, naturellement, je serais pas du genre à faire confiance tout de suite. Avec le temps, je me suis décoincé, et en fait, je me suis planté plusieurs fois en déléguant. Je me suis aussi arrivé aussi. Mais tu vois, et moi, je me suis rendu compte finalement que je suis pas sûr de vouloir bosser avec d'autres personnes. C'est pour ça que je suis très content dans mon coin à faire mes trucs, tu vois. Mais je pense que c'est important de se connaître par rapport à ça. Il y a des gens qui ont besoin de bosser avec d'autres ou qui ont vraiment envie. Moi, plus j'avance, plus je me rends compte qu'en fait, je suis très bien dans mon coin. Et c'est pour ça que j'avais une agence qui était axée prospection B2B. J'ai arrêté parce que ça me saoulait en fait. Donc je suis tout seul. Tranquille. Ce qui est drôle, c'est que moi, je suis assez solitaire dans le travail. J'aime bien aussi fonctionner en solo, etc. Mais comme je commence un peu en tant qu'auto-entrepreneur, je sais pas encore exactement comment ça va évoluer. Peut-être que j'aurai la même. Peut-être que finalement, je me dis, finalement, ça fonctionne bien tout seul. Pourquoi j'irais voilà. Est-ce que oui, après je sais que j'ai du mal avec le monde de l'entreprise, etc. C'est pour ça que j'ai trouvé un métier très rapidement où je bossais tout seul. Mais j'aime bien aussi l'idée d'aller chercher des talents et puis d'essayer de les mettre en valeur, ça j'aime bien. Par contre, je suis pas fan du travail en équipe, mais j'aime bien aller chercher un talent et puis arriver à le faire travailler. Et donc peut-être ça prendra cette forme-là, c'est-à-dire peut-être que pas une agence ou pas une équipe, mais en tout cas avoir un réseau. Et puis quand on me demande quelque chose que je sais pas faire, dire je connais la personne qui pourra répondre à votre. Ça c'est le top, parce que quand tu peux te faire refiler des plans comme ça, du bouche à oreille, un petit réseau, c'est vachement cool. Et au niveau de tes futurs projets, toi, ce que tu cherches au niveau de tes clients, donc c'est dans la musique, mais t'as des plutôt labels, plutôt manage, tu vois, est-ce que t'as des précisions à apporter pour ceux qui écouteraient? Là pour le moment, j'aimerais bien me concentrer sur les managers, parce que c'est des gens qui sont vraiment souvent débordés, et puis la mise en valeur justement d'un talent, en l'occurrence un artiste, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Aller mettre en valeur, et puis le côté storytelling qui me passionne aussi. C'est un aspect du copywriting d'ailleurs c'est pour ça que j'adore lire tes newsletters de chaque matin, parce qu'il y a un côté un peu storytelling dedans. Tous à la fin ça devient une habitude, mais... et pourtant je lis très 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 peu de newsletters, mais c'est vrai que la tienne je la lis tous les matins parce que j'aime bien ce côté storytelling justement, qui est super intéressant. Pour ceux
qui ont envie de supporter un email par jour, c'est dans la description. Mais... ouais, c'est dans la parce qu'il faut supporter. Voilà. Je sais que c'est pas pour tout le monde un email par jour, mais c'est toujours j'essaie toujours d'apporter un truc, un conseil ou utile, quoi, concret. Ouais, et justement, il y a cet aspect-là, oui. Et donc, quand on travaille, on fait une bio d'artiste, on cumule un peu les deux. Il y a le côté copywriting parce que effectivement, il faut faire connaître l'artiste en question et en même temps. Il y a ce côté storytelling, parcours. Toute l'histoire. Et tu les cherches comment aujourd'hui les managers? J'imagine qu'il doit y en avoir sur LinkedIn en plus. Beaucoup, ouais, j'en ai beaucoup sur LinkedIn et puis comme j'ai une activité de parolier à côté, je suis amené aussi à en côtoyer. Ouais, non, c'est cool ça. Donc parce qu'il y a ça aussi, on a tendance aussi avec l'explosion du numérique à oublier un peu le truc à l'ancienne, le relationnel, relationnel. Et par contre, ça c'est un truc que je fais assez naturellement. Quand on a un, c'est top. Parce que le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui démarrent à zéro. Moi, j'avais pas vraiment de réseau. Enfin, j'ai commencé avec mon agence au début, en tant que freelance pour l'agence pour laquelle je bossais en tant que salarié avant. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent, qui n'ont pas forcément de réseau, mais quand on en a un, c'est génial et il faut absolument en profiter, quoi. Ouais, mais on en oublie parfois, mais par exemple pour développer un réseau, il y a un truc qui marche assez bien, c'est les salons, les salons professionnels. Après, il faut trouver l'idée pour aller approcher les gens. Ouais, c'est ça. C'est presque de la drague en fait. C'est presque de la drague. Ouais, mais c'est-à-dire là, c'est pareil que l'email. Si on arrive en vendant son truc, ça marche pas. Carrément. Ouais, c'est la même approche, bien sûr. C'est la même approche, mais si on arrive avec un truc, une idée un peu drôle pour aller approcher les gens, etc., ça peut bien marcher. Les questions, moi j'arrête pas de le répéter, mais c'est poser des questions, quoi. Poser des questions, c'est tellement, tu poses la bonne question à la bonne personne, t'attires son attention, tu t'intéresses à lui. Rien que poser une question, c'est s'intéresser à l'autre et tu fais ça. Au lieu de dire je. Enfin là, tout à l'heure, je regardais un autre message sur LinkedIn de quelqu'un avec qui je travaille et en soi, oui, tout de suite, les gens disent oui, je fais ceci, cela, ça peut vous intéresser. Mais non, on se connaît pas. Pourquoi tu me dis ça? Tu as juste déjà pose-moi une question, drague-moi un peu, quoi. Il faut partir du. C'est marrant parce qu'on a l'impression que il faut partir du principe que les gens n'ont aucune raison de travailler. Ouais, c'est ça. T'es personne, personne n'est intéressé par toi. Enfin, c'est ça vraiment. Mais ça, il y a un problème d'ego, je pense, dans tout ça. En fait, soit on essaye de se mentir à soi-même en se disant qu'on est important ou j'en sais rien. Mais alors qu'une approche très humble, très pragmatique permet de faire des miracles entre guillemets. Et il y a le problème inverse, c'est-à-dire d'avoir pas suffisamment confiance en soi pour dire de toute façon c'est pas la peine que je leur écrive, ils vont jamais me répondre. Faut pas me répondre. Non, c'est sûr. C'est faux. Ouais. Moi je sais que c'est faux parce que quand on le fait bien, on peut avoir des, même si c'est une réponse négative, c'est pas grave. C'est déjà la personne, elle a pris le temps d'écrire deux lignes. Et en général, même quand c'est négatif, si la personne répond, c'est que déjà on a touché quelque chose qui est positif. Ça, parfois, ça peut être juste une question de timing et la personne se rappelle quand même de toi pour la suite. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois que ça fonctionne pas et que la personne me répond. Mais je l'ai jamais pris comme un échec parce que je me dis la personne elle est super débordée. J'ai un exemple en tête qui est vraiment quelqu'un pour le coup qui était vraiment débordé et qui a pris la peine de me répondre, qui m'a dit bah non parce que il m'a même pas justifié, mais il m'a dit non, pour le moment ça ne m'intéresse pas, etc. Mais je me suis dit bon, si cette personne qui est ultra débordée prend le temps de me répondre en plus de manière hyper cordiale et hyper je me suis dit c'est que j'ai pas eu tout faux, des fois il y a aussi un peu de chance, il faut arriver à mon ligne, mais en tout cas l'excès de confiance en soi c'est très nocif, mais l'inverse est vrai aussi. Il faut un équilibre. Faut être sûr de ses compétences et de ce qu'on vaut, mais être humble dans l'approche, quoi. C'est un mix à trouver. Avoir beaucoup d'humilité dans l'approche et de se dire la personne là que je vais approcher, de toute façon, elle n'a aucune raison de travailler. Oui, il n'y a aucune raison. C'est ça. Il faut vraiment que je justifie ma valeur. Moi, ça me rappelle une fois où j'avais approché une marque de montres de luxe, un truc comme ça. Enfin, vraiment, je voyais absolument pas pourquoi ils me répondraient. Ils m'ont répondu, quoi. Et ça allait plus loin. Mais parce que j'ai posé la bonne question, quoi. Enfin, il s'agit pas d'écrire un pavé et de se vendre, tu vois, avec tous les a priori, enfin tout l'aspect négatif que ça peut avoir dans la tête des gens, le fait de se vendre. Tu poses une question, tu vises juste, t'as gagné. Enfin, t'as gagné au moins la réaction de la personne et ça peut aller plus loin.
Ouais, et puis créer du lien, c'est ça, c'est créer du lien, un mail ou un message sur LinkedIn, c'est arriver à créer du lien, mais du lien qui ait du sens. Ouais. Non, c'est sûr. On écrit, voilà. En plus, c'est encore plus vrai aujourd'hui avec tous les outils d'automatisation où on peut envoyer 1500 mails en un clic. C'est ça, ouais. Là, le gros problème moi, que je vois, c'est toujours que les gens ils utilisent l'automatisation n'importe comment, ils envoient des trucs standardisés qui veulent rien dire, et ça c'est un vrai danger en fait. Moi on me propose souvent aussi des partenariats avec des outils d'automatisation, je regarde vraiment avec attention parce que moi je prône, tu vois, l'automatisation. Tiens, c'est mon email de demain d'ailleurs, mais enfin pas au moment où la vidéo sort, mais bref, au moment où on en parle, moi je prône l'automatisation parce que tu peux pas tout faire à la main non plus, mais il faut le faire de manière raisonnée, quoi. Et ça c'est un équilibre qui est super dur à trouver. Soit t'as les gens qui te disent fais tout à la main, tu fais un Excel et tu tiens tout, bon très bien, mais il faut vraiment avoir que ça à faire. Et t'as ceux qui vont dire automatise tout, mais c'est vraiment y a pas, c'est deux camps, c'est deux écoles différentes et qui n'ont ni raison ni faux en fait, ni tort, tu vois, c'est un entre-deux à trouver. Mais du coup l'approche humaine, ce qui est intéressant dans l'approche très progressive, très soft, voilà, d'écrire un peu, régulièrement à des prospects et tout, de manière non agressive, c'est que tu peux ancrer ça dans ton quotidien. Chaque matin, 5-10 minutes, t'envoies quelques messages absolument pas commerciaux, absolument pas trop frontaux, et à terme, et toujours quand t'es pas dans l'urgence, il y a plein de gens moi qui me disent ouais, j'ai besoin de clients demain, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut l'ancrer dans tes habitudes. On parlait tout à l'heure d'habitudes, etc. Faut l'ancrer dans ton quotidien, et ensuite, à force d'envoyer 5 messages par jour, il y a un moment, tu vas avoir des prospects si tu fais ça bien. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Ils sont tout le temps en mode, voilà, moi, il me faut des clients pour le mois prochain. Il faut une grosse campagne de prospection, mais c'est la pire façon de faire, je pense. Ouais, c'est sûr. Et puis, et ça m'est arrivé qu'on m'ait répondu favorablement justement à un mail. Et souvent, je pose la question, pourquoi vous m'avez répondu ? Ouais, c'est intéressant. Et je me souviens qu'une fois, il y a un gars qui m'avait dit parce que tu n'as pas du tout eu d'approche commerciale. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, ça va se généraliser. Enfin, de plus en plus, les gens en ont marre. Moi, sur LinkedIn, j'avais fait un post il y a pas longtemps là-dessus. C'est que les gens, ils en ont marre en fait de ça, du côté trop commercial. Et du coup, plus on va repousser les gens. Moi, je parle de marketing de répulsion quasiment. Plus pas repousser, mais tu vois, moins on va se vendre, plus les gens vont venir vers nous. Moi, ça m'arrive maintenant sur LinkedIn. Alors, je prospecte pas actuellement, mais je peux dire juste bonjour et on va me demander mes services, alors que j'ai juste dit bonjour, tu vois, parce que voilà, les gens ils se disent mais c'est bizarre, il m'a approché mais il me vend rien. Donc c'est eux les gens en fait adorent acheter, mais ils aiment pas qu'on leur vend quelque chose. Donc ça c'est assez drôle. Faut être ultra, voilà, faut être pas frontal, voilà, et être juste soft dans l'approche. Et en général, on arrive à décrocher des contrats comme ça, quoi. Quand on est juste au niveau de son propos et des questions qu'on pose, quoi. C'est exactement ça, ouais. Et du coup, ouais, toi, tu t'envoies des messages ou actuellement, t'as pas besoin particulièrement de prospecter. Enfin, quelle est la leçon que tu tires de mes prospections de mes formations par rapport à la prospection ? Alors, pour l'instant, je les applique en faisant des exercices, c'est-à-dire qu'avant d'envoyer, vraiment, je me donne des exercices, c'est-à-dire j'essaye de réappliquer. C'est cool. Voilà. Après, et puis aussi parce que je peux pas prospecter énormément pour le moment à cause de petits problèmes de santé. Okay. Mais donc, du coup, je mets à profit ce temps un petit peu pour te former, pour justement dire bon ça m'empêche pas de faire des petits exercices tous les jours, et justement les formations m'aide beaucoup, et puis là au moins quand je prospecterai de manière un petit peu plus concrète, j'aurai un peu d'entraînement avant, quoi. Ouais, donc, non, c'est sûr, non, clairement. Mais de toute façon, là, t'as la bonne approche. Moi, je me doute pas que t'auras des super résultats. Ouais, et puis c'est marrant parce que le mail, dans l'absolu, tout le monde sait écrire un mail. Ouais. En fait, personne ne sait écrire des mails. En fait, personne. Mais oui, c'est ça. C'est que c'est comme écrire. On a l'impression que tout le monde sait écrire, alors que il y a différents types d'écriture aussi. Il y a différents types d'écriture. C'est-à-dire, moi, je sais pas écrire des articles de blog. Enfin, je sais, mais je suis pas très bon là-dedans. Par contre, écrire pour vendre, ça va, tu vois. Mais il y a différents types d'écriture en fait. Et ça, on s'en rend pas compte aussi.
Ouais, non, mais puis il y a des types d'écriture où on n'est pas forcément bon, même quand on est bon là-dedans. Moi, je sais qu'il y a, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent, ah, t'as des facilités pour écrire, pourquoi t'écris pas un roman? Mais non, mais t'as pas forcément envie, t'es pas, ouais, et puis. Ouais, d'abord, j'ai pas l'envie, et puis je pense, enfin, moi, j'aime bien le format court. Ouais, donc, bah moi aussi, tu vois, pour le coup, c'est pour ça que t'es copywriter, mais c'est normal. Voilà, mais c'est vrai ça, que moi, écrire un roman, l'idée d'écrire un roman, ouais, enfin, je crois alors, que j'aurais pas la j'adore en patience. lire, hein. Ouais. J'adore en lire, Ouais. mais je me vois pas, alors que les gens ont peut-être, voilà, cette idée qu'on sait tout faire parce que, Ouais. On revient au mais moi, généralisme. je sais que probablement, je serais un mauvais romancier parce que c'est aussi pour ça que je me suis tourné vers l'écriture de chansons, c'est que j'ai 3 minutes 20 pour dire ce que j'ai Oui, à c'est dire, ça, et ouais, non, mais ça clairement. suffit, quoi. C'est comme un email, Bah, hein. Alors c'est pas 3 minutes 20 un email, ceux que j'écrivais à chaque jour, mais c'est 10 minutes, mais c'est ça en fait, c'est des non, mais formats tu sais courts. que En fait. je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre le copywriting et l'écriture de chansons. Ouais, mais j'écrivais des chansons moi pendant 10 ans, ça vient de là aussi, je pense qu'il y a un point commun clairement là-dessus. Ouais. Il y a un point commun qui est clair, c'est accrocher l'oreille. Moi, je vois ça comme du rap presque, j'avais parlé de Ouais, punchline marketing, c'est presque c'est ça. ça, ouais, c'est ça, Et ce qui est drôle, c'est que c'est vieux comme le monde. J'avais fait un post sur mon Facebook qui disait ça. J'avais repris une citation de Sénèque et j'avais mis en haut, Sénèque faisait déjà des punchlines. Oui, finalement, ouais. Bah oui, non, c'est vrai, non, c'est sûr. Mais bon, c'est ça, c'est que voilà, il faut arriver à avoir conscience de ce qu'on sait faire et puis les travailler. Les travailler. C'est sûr. Régulièrement. Pas se dire, bon, bah, je suis bon là-dedans, c'est bon, je le travaille pas. Bah ça, on garde l'état d'esprit qu'on avait à l'école, ça y est, j'ai mon diplôme, c'est bon, j'ai plus besoin d'apprendre, quoi, alors que c'est la pire chose. Non, c'est ça, et puis moi, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, voilà, et c'est vrai que voilà, dans les formations, et puis il y a un côté accompagnement aussi dans la formation, c'est pas juste se former. Non, c'est ça, mais c'est pour ça que moi je crée des formations régulièrement sur des sujets différents, parce que voilà, il y a des sujets différents, il faut se former sur différents points et sur le long terme, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a un accompagnement. Moi, par exemple, il y a quelque chose qui me fait beaucoup de bien dans tes formations, c'est que j'ai l'impression d'avoir un accompagnement, quoi. Ouais, c'est ça, c'est le but, ouais. Alors que pourtant, on s'est jamais rencontrés. Mais c'est marrant. Et la newsletter, c'est un peu ça aussi. C'est que je la lis tous les matins et je me dis, ouais, c'est un boost aussi pour la journée. C'est vraiment l'idée, ouais. C'est que finalement, en fait, il y a une question de mindset aussi d'état d'esprit. C'est qu'il faut vraiment cultiver cet état d'esprit-là. Et moi, la raison pour laquelle je crée du contenu par email, etc., c'est aussi pour donner différents formats pour, façonner un peu cet état d'esprit chez les gens qui me suivent et puis donner les bonnes pratiques, bien évidemment, mais autant dans le fond que dans l'état d'esprit, quoi. C'est super important. Et de toute façon, c'est beaucoup une question d'état d'esprit. Tu peux avoir, tous les talents du monde ou te former à mort et puis même travailler beaucoup, mais si tu t'as pas le bon état d'esprit ou le bon tu vas pas aller loin. ou le bon voilà, c'est souvent on dit que plus on est positif, plus on attire le positif. Ah, clairement. Donc, on va conclure là-dessus. Voilà. Là, ça fait quoi, 50 minutes environ qu'on parle. J'espère qu'on n'a pas perdu les gens. Non, mais t'inquiète, mais on aurait pu continuer des heures. Moi, c'est vraiment, j'adore en parler comme ça aussi. On parlera en privé au pire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Alexandre? Que j'ai les clients, que j'arrive à avoir les clients que je choisis. Est-ce que t'as un lien que je peux mettre en description, peut-être? Non, j'ai pas encore de site internet. Ok, je le mettrai en temps voulu alors. Il y sera plus tard quand on aura. Mais voilà, c'est en projet aussi. Et puis, mais en tout cas, oui, arriver à continuer comme j'ai commencé. Et puis,
voilà, ça va venir petit à petit. Ouais, en tout cas, j'en doute pas, t'as le bon mindset par rapport à ça et les bonnes pratiques et tout, donc je te souhaite plein de succès en tout cas, et puis merci d'avoir passé ce temps-là avec moi, c'était vraiment très cool, on aurait pu vraiment passer beaucoup de temps, je pense, mais on va s'arrêter là parce que je sais que l'attention des gens, tu sais, elle est très faible aujourd'hui. Du coup, on est sur YouTube, mais quand même, faut pas déconner, 50 minutes, 1 heure, c'est un peu long pour eux. Tu peux couper, hein, si non, mais je vais laisser ça comme ça, t'inquiète pas. je cut rien du tout. Merci encore, et puis à très vite du coup. C'était un vrai plaisir en tout cas. Moi aussi. Salut, ciao. À plus, ciao. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'es super intéressé par le copywriting, par le marketing, bref, par tous les sujets qu'on a abordés avec Alexandre. Si t'es consultant, si t'es formateur, si t'es freelance, bref, si t'es prestataire de services de manière générale, si t'es indépendant, j'ai un truc qui va t'intéresser. On en a parlé durant l'interview. Ce sont mes emails secrets. J'envoie un email par jour à ceux qui me suivent. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Tu peux cliquer sur le i si t'es sur YouTube aussi. En gros, qu'est-ce qui se passe dans ces emails? Je partage avec toi tous mes secrets pour trouver plus de clients et pour vendre tes services à prix d'or. On en a beaucoup parlé durant l'interview, c'est du contenu que je diffuse vraiment nulle part ailleurs que par email. Donc tu as encore une fois le lien en description où tu cliques sur le i et tu recevras chaque email à 9h du matin. C'est aussi bien pour ta prospection, pour ton positionnement, pour ton état d'esprit. Enfin, ça motive aussi énormément de personnes. Donc j'espère te retrouver chaque matin à 9h. À très vite.